Eh ben c'est réussi, si ce n'est qu'il faut qu'Oscar, voilà, voilà. Voilà, on progresse tous les jours à la technique. Merci. Bon, eh bien Christian, première grande question, évidemment, nous ne t'avions pas entendu encore sur la prise de fonction officielle. 2 mois ou 40 jours plutôt, où on était en droit de s'inquiéter de ce que les néoconservateurs encore au pouvoir allaient faire. Ils ont essayé d'ailleurs de mettre bien des pots de banane avant l'arrivée de Trump au pouvoir, de mettre un peu le feu au monde, ou chercher à le faire. Et puis ça y est, maintenant, il est arrivé au pouvoir avec cette belle cérémonie. J'aimerais une première analyse de ta part sur ce qui s'est déroulé justement mardi, entre la nuit de lundi à mardi pour ce qui nous concerne. Alors, il y a 2 choses à remarquer. D'abord, dans la forme, on doit quand même confesser une certaine admiration pour la manière dont les transitions se passent aux États-Unis. Sur la forme, ça a été impeccable. C'était très digne. Les relations apparentes, très apparentes, entre les anciens présidents et vice-présidentes et puis les nouveaux ont été formellement remarquables, empreints d'un très grand respect mutuel. C'est parfait. Bon, mais ce qui évidemment dérange beaucoup la gauche, c'est que Trump n'a pas été jusqu'à être modéré dans ses propos, ni dans les mesures qu'il a prises quasiment immédiatement. Autrement dit, au-delà de l'apparence de la démocratie qui continue son bonhomme de chemin avec ses règles habituelles, il y a un homme qui est en train de casser la baraque, carrément, et qui fait bien parce que les États-Unis, comme l'ensemble des démocraties occidentales, étaient très mal parties. Elles allaient effectivement vers une sorte de suicide collectif, un suicide culturel en fait, hein. Pas un suicide économique, pas un suicide militaire forcément, mais un suicide culturel évidemment, puisque systématiquement on favorisait, on développait les valeurs qui nous tuent, quoi. Et bien, il vient de mettre fin à ça. En fait, Trump a réalisé ce que je pourrais appeler une révolution culturelle. Et il suffit de lire les 78 propositions qu'il a faites pour se dire, effectivement, il renverse tous les tabous que l'on avait pu installer depuis un certain temps dans nos pensées. Il y en a une, par exemple, qui me vient à l'esprit, parce que je pense que vous en avez parlé la fois dernière, mais par exemple, il s'en prend, et ça c'est étonnant, au droit du sol. Ce tabou ridicule, stupide, qui inverse la réalité des choses dans la pensée française, eh bien, aux États-Unis, ça pouvait davantage se défendre. Pourquoi? Parce que la France n'est pas un pays d'immigration, alors que les États-Unis sont un pays d'immigration. Donc, le droit du sol est d'une certaine manière davantage justifié. Mais il dit non, c'est fini, hein. C'est terminé. Voilà, ça passe au second plan. C'est formidable qu'on en prenne de la graine, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, par exemple, dans toutes les mesures. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a bien évidemment la préférence nationale. Pour lui, ça va de soi que les États-Unis doivent d'abord penser aux États-Unis et ensuite au reste du monde. Voilà qui défrise un peu nos penseurs habituels. Non, et on pourrait multiplier. Alors évidemment, en allant encore plus loin, tout à l'heure, Oscar Freisinger parlait évidemment du wokisme. C'est le wokisme qui est complètement renversé, mais sur tous les plans. Sur tous les plans. Par exemple, évidemment, la fameuse théorie du genre. La théorie du genre, elle est par terre, il n'en veut plus, hein, c'est fini. L'antiracisme systématique, c'est fini. La discrimination positive, c'est fini. Non, c'est merveilleux d'entendre ça, hein. Enfin, les États-Unis vont mettre un terme à toutes leurs dérives, à ces dérives qui avaient passé l'Atlantique vers l'Europe, et qui, maintenant, moi, ce que je souhaite, c'est que précisément ce que vient de faire Trump, bah, ça passe également l'Atlantique, ça vienne chez nous. Non pas pour imiter les États-Unis, on les a déjà trop imités, mais pour qu'enfin nous redevenions nous-mêmes avec nos propres traditions, nos propres valeurs vitales. Et c'est là que le bas blesse, c'est là que d'évidence, ils vont chercher par tous les moyens à ce que ça ne puisse pas traverser l'Atlantique, ou que ça s'arrête peut-être à la Grande-Bretagne et encore, mais en tout cas surtout pas sur le continent européen. Et on le voit, le prétexte du bras tendu d'Elon Musk, mon Dieu. C'est épouvantable parce que ça met en lumière vraiment tout ce qu'il y a de méprisable dans la gauche, quoi. Dans la gauche au sens très large du terme, hein, parce que bon, c'est la presse quasi officielle, Le Monde, etc., qui a repris cette vision tout à fait réductrice des choses. Mais alors,
qu'est-ce qu'on peut voir dans ce fameux bras tendu? On peut d'abord voir une chose, c'est le caractère obsessionnel de la pensée de gauche. La pensée de gauche, c'est tellement réduite qu'effectivement, elle en est réduite à la réduction ad Hitlerum. C'est-à-dire qu'elle voit Hitler partout, même s'il n'y a aucun rapport avec Hitler, étant donné que quand on voit le geste d'Elon Musk, on voit bien que sa main est d'abord sur le cœur, ce qui est en général assez habituel chez les Américains. Ils font ça au lieu de saluer. Souvent, ils mettent la main sur le cœur, notamment en entendant l'hymne. Bon, donc il met la main sur le cœur. Ça veut dire voilà, hein, c'est ma générosité, c'est mon cœur, c'est tout ce qui m'anime. Et ça, je le lance vers le monde, quoi. Autrement dit, il jette sa main. Et même, c'est un geste magnifique pour lui, parce que quand on sait que bon, cet homme, c'est un peu la guerre des étoiles, quoi. C'est la conquête de Mars. Donc, il s'en va vers. On peut voir dans cette image quelque chose de magnifique. C'est je mets ma générosité, mon enthousiasme, je me la mets au service de l'univers, quoi. Voilà. Bon, on pourrait trouver ça un petit peu excessif, mais en même temps, c'est très beau. Non, 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 on l'a réduit à Hitlerum. Ça y est, il a fait un salut nazi. Alors bon, je regardais ce matin une photo où on avait pris un certain nombre de personnages, notamment Obama, Madame Clinton, etc., qui faisaient également un geste, d'ailleurs encore plus bras tendu que lui. Bon, ça arrive à tout le monde de saluer les gens en levant le bras. Personne ne pense à ça, sauf les obsessionnels qui ont une espèce de censure permanente dans la tête. C'est intéressant, ça, de dire. En plus, ce sont des censeurs. C'est-à-dire Oui, que bah oui. systématiquement, ils cherchent à interdire. Ah bon, c'était ça la pensée de gauche, chercher à interdire? Mais oui, c'était ça depuis 93, 1793. Mais on l'avait un peu oublié parce qu'ils cachent un petit peu leur réalité. Et en allant encore plus loin, on peut souligner ce qui est également très habituel à gauche, pardon, c'est une malhonnêteté intellectuelle vraiment atavique. Parce que qu'est-ce que c'est que ce bras tendu? Qu'est-ce que c'est? C'est un film coupé au montage. En plus. C'est-à-dire qu'on coupe la moitié du geste pour Oui. ne mettre l'accent que sur ce qui lui donne un sens qui n'est évidemment pas le sens du geste complet. Autrement dit, vraiment, on a là, sur une toute petite affaire, on a vraiment tout ce qu'on peut reprocher intellectuellement à la gauche, qui malheureusement domine encore, on le voit bien, les médias et la pensée française. Et c'est pour ça que si je suis assez enthousiaste aujourd'hui sur ce qu'a pu annoncer Trump, on verra à la suite, mais sur ce qu'il a annoncé, je suis enthousiaste. Maintenant, est-ce que ça passera à l'Atlantique? J'en suis moins sûr. Et surtout, est-ce que ça arrivera en France, dans malheureusement la situation à laquelle la France se trouve acculée? Enfin, quand on compare le style de l'instauration de Trump et le message qu'il envoie ensuite, on a là quelque chose de grand, quelque chose de magnifique. Et quand on voit que à la fois Trump et notre pauvre Premier ministre ont employé la même formule, hein. L'un parle de la promesse américaine et l'autre parle de la promesse française. Ah ben, elle est belle, la promesse française. La promesse française faite par un Premier ministre, bon, plutôt laborieux dans son expression, c'est le moins qu'on puisse dire, assez confus dans ses propositions et qui n'a même pas de majorité. Trump, il a la majorité du peuple, la majorité Partout. des deux assemblées et la Cour suprême. Notre malheureux Premier ministre n'a rien de tout ça. Il n'a pas de majorité, ni à la Chambre, ni vraiment au Sénat, d'ailleurs, parce que au Sénat, ce n'est pas sa majorité à lui, sont plutôt les républicains qui dominent. Donc, comment peut-il espérer quoi que ce soit, sinon d'avoir fait quelque chose dans sa vie qui le sorte un petit peu du niveau où il était? C'est tout. Autrement dit, c'est une aventure purement personnelle qui s'achèvera bientôt, j'espère, par la démission de Macron, qui est pour moi la seule solution qui permettrait de faire en sorte que la France connaisse, elle aussi, une révolution culturelle. Mais franchement, je ne la vois pas se dessiner en ce moment parce que les opposants à Macron n'ont pas ni les idées, ni la force intellectuelle, notamment, et culturelle, dont a témoigné Trump. C'est d'ailleurs intéressant de voir que ce ne sont pas les représentants du Front National qui ont été les plus mis en vedette lors de la trônisation de Trump. En fait, c'est frappant. Ah oui. Oui, oui, c'est bien sûr Reconquête qui a été mis en avant. Or, effectivement, quand on analyse, Reconquête est plus proche
de ce que annonce Trump, notamment sur le plan économique, que le Rassemblement national. Donc moi, je regarde ça avec beaucoup d'intérêt. J'espère que ça motivera tous les gens qui veulent soutenir une droite plus complète, c'est-à-dire une droite à la fois conservatrice sur le plan des valeurs, patriote sur le plan de nos relations internationales, et puis également libérale sur le plan économique. C'est une trilogie qu'il faut absolument pas séparer. Or, actuellement, à part Reconquête, personne ne développe cette idée. Or, Reconquête n'a pas les moyens actuels de faire gagner ces idées-là. Moi, je le regrette profondément. Mais de toute façon, on a quand même appris que Trump n'avait pas invité... il n'était pas dans le sein des saints, hein, même Reconquête. Hein. C'est ça qui est terrible, c'est qu'autant il y avait des invitations officielles venant de l'équipe de transition pour Orban, qui n'a pas pu s'y rendre, mais qui a envoyé un message. Et s'il n'a pas pu s'y rendre, Orban, c'est parce que réellement il ne pouvait pas s'y rendre. Mélanie qui y est allée, mais pour la France, Farage, ce sont des gens qui ont été officiellement invités. Là, ce sont des think-tanks qu'ils ont essayé de faire croire. Mais enfin, la France, c'est zéro. C'est zéro. En fait, d'ailleurs, je pense que Trump a dans le collimateur sévèrement Macron, au vu, entre autres, de la façon dont il s'est comporté de façon ridicule en affichant le drapeau américain lorsqu'il y a eu cette espèce d'émeute qui a conduit à l'occupation du Capitole. Et qu'à ce moment-là, il en a fait des tonnes, ce qu'aucun autre dirigeant européen a fait. On l'a vu quand il est allé à la cérémonie de réouverture de Notre-Dame. L'un essayait en effet laborieusement de se rapprocher de l'autre, mais Trump était à la fois hautain et indifférent à Macron. J'ai l'impression que, en plus, l'homme malade apparaît, même pour les Américains, surtout pour les Américains, c'est la France. Alors, le bilan de Macron, dans l'ensemble, est calamiteux sur tous les plans. Enfin, on se souvient notamment de cette expression grotesque de Mozart de la finance. On voit où nous a emmené le Mozart de la finance, c'est-à-dire une situation économique que la France n'avait pas connue depuis longtemps. Donc, Macron est une catastrophe sur tous les plans, mais il y a un domaine où il est d'une nullité abyssale, ce sont les relations internationales. Manifestement, c'est là qu'on se rend compte que la politique, c'est avant tout de l'expérience. Et que seuls des hommes qui ont une longue expérience, et notamment des relations internationales, peuvent être président de la République. Ça, je suis désolé, mais bon, Chirac, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il n'a pas été mauvais à l'international. Et il a tenu son rang, il a tenu le rang de la France. Macron, c'est affreux, quoi. Il nous déshonore, il nous humilie en permanence en raison de ce qu'il faut bien appeler sa bêtise. Parce que ce type, qui manifestement, je l'ai déjà dit, a un problème psychologique, se croit très intelligent. Et donc, il pense que tout le monde a les regards sur lui et des regards admiratifs. Mais à l'étranger, c'est le contraire. On se moque de lui. On ne le prend plus au sérieux. On ne tient... Enfin, il a quand même réussi à se brouiller avec les deux hommes politiques les plus importants sur le plan international actuellement, hein, à savoir Trump aux États-Unis et Poutine en Russie. Oui. Ce sont des hommes d'un très haut niveau. On peut les aimer ou pas les aimer, mais ce sont des hommes d'un très haut niveau. Comment voulez-vous que ces gens puissent respecter cette espèce de personnage qui surgit de sa boîte pour sortir une bêtise, disant un jour une chose, le lendemain une autre chose. Par exemple, je pense à ce qu'il a pu dire pour ou contre Israël ou pour ou contre la Palestine. Et c'est dans tous les domaines comme ça. On s'est fait vider d'Afrique parce que les Africains ne le supportent plus. En raison des bêtises qu'il a alignées lors de ses séjours dans les différents pays africains qu'il a côtoyés. Bon, c'est effrayant, quoi. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle bon, les gens qui aujourd'hui sont au pouvoir dans les pays sérieux ne tiennent plus compte de ce personnage et que ce personnage doit vider l'Élysée le plus vite possible. C'est pour la France vraiment un problème de survie, un problème vital. Peut-être se poser la question finalement quand on voit Davos,
Parce que c'est assez amusant d'ailleurs que Davos se tient en même temps que tout ce qui vient d'être fait de l'autre côté de l'Atlantique. Hein, les Davosiens, les mondialistes hors sol, avec des discours assez lunaires de certains, de Zelensky, de Scholz, c'est ce qu'expliquait Oscar Freisinger. On a l'impression, et ça c'est une habitude chez les européistes, que chaque échec de l'Europe provoque une demande de plus d'Europe. Est-ce que c'est pas ça qui nous pend au nez, nous, malheureux Européens, c'est-à-dire tout à fait l'inverse de cette révolution culturelle dont vous venez de parler justement aux États-Unis? Alors, c'est deux réflexions là-dessus. La première réflexion, effectivement, c'est cette espèce de fuite en avant européenne, hein, qui veut que lorsque l'on n'a pas réglé un problème, on pense qu'il faut au contraire poursuivre dans la direction que l'on avait suivie pour tenter de le régler. C'est évidemment une absurdité. On ne peut régler un problème qu'en changeant complètement la vision que l'on a de ce problème. Bon, manifestement, l'Europe aujourd'hui nous a conduit à quoi? Une vassalisation par rapport aux États-Unis, à une absence totale de conservation de notre identité, et à une politique internationale erratique, absurde et inefficace. Alors, moi, je pense que c'est la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le fait que Trump, précisément, dégage son pays de ce qu'on pourrait appeler le gouvernement mondial, c'est-à-dire cette espèce d'organisation du monde, vous savez, version Attali, qui est une préfiguration d'un véritable gouvernement mondial à travers un certain nombre d'organismes qui seraient chargés d'imposer au peuple des règles dont ces peuples ne voudraient pas, mais qui seraient évidemment les règles des sachants, c'est-à-dire les règles de la science, etc. Ça veut dire, bon, les règles de l'OMS pour la santé, des règles également pour tout ce qui concerne l'écologie, d'autres règles encore, tout ça, plus ou moins à travers l'ONU et à travers des gens qui sont ceux qui, d'un côté, militent avec Soros pour la société ouverte, ou de l'autre côté se réunissent à Davos. Or, Trump vient de mettre un terme à ça. Il dégage les États-Unis, par exemple, de l'OMS. L'OMS ne sera plus financé par les États-Unis. J'en veux plus de votre truc là, qui nous a complètement coincés au moment du Covid. Hein. Non, c'est fini ça. Hein, d'ailleurs, c'est fini parce qu'on va plus vous payer. Quand on vous paiera plus, bah, vous aurez du mal à continuer à exister, hein, parce que ce sont les États-Unis qui vous payent. Bon, ça c'est un coup sérieux à la caste mondialiste. Hein. Et donc, je pense que les accords de Paris, les accords de Paris. Ben oui, et les accords de Paris sur le climat, c'est la même chose. Autrement dit, le mondialisme en a pris un coup, et d'une certaine manière, c'est une chance pour l'Europe. C'est une chance pour l'Europe, parce que l'Europe, au lieu d'être la vassale, obligée à chaque fois de s'allonger devant les ordres de Washington, va bien être obligée de jouer pour elle. De jouer pour elle, c'est-à-dire pour les pays qui comptent en Europe. Et les pays qui comptent en Europe, je vais être extrêmement désagréable, ça n'est pas l'Estonie. Ça n'est pas l'Estonie et ses problèmes avec le pays auquel elle a été soumise pendant des siècles et encore assez récemment, avec quelques petits moments de liberté après la guerre 14. Mais bon, l'Estonie n'a pas beaucoup existé dans le monde. Mais c'est un pays avec une langue, avec une tradition, etc. Je comprends qu'elle veuille être indépendante. Mais elle ne doit pas obliger l'Europe à faire la guerre à la Russie dont l'Europe a absolument besoin, sous prétexte qu'elle a souffert de la domination russe. C'est son problème, c'est pas le nôtre. Nous n'avons jamais souffert de la Russie, d'ailleurs. Nous avons en général toujours bénéficié de nos bons rapports avec la Russie, y compris d'ailleurs après Waterloo, parce que la Russie n'a pas été le pays qui nous a écrasé le plus, loin de là. Elle nous a occupés parce qu'elle avait gagné. C'est même elle qui avait en grande partie été à l'origine de la victoire en raison de la catastrophe de la campagne de Russie de Napoléon. Mais la Russie ne nous a pas écrasés du tout. Et au contraire, elle est venue à notre secours à plusieurs reprises. Je pense notamment au moment de la guerre 14, où la bataille de la Marne n'a été possible que parce que les Russes se faisaient massacrer en Prusse. Hein. Parce qu'ils attaquaient à ce moment-là, ils ont perdu d'ailleurs, mais ils attaquaient. La bataille de Tannenberg, la deuxième, celle de 14. Bon, voilà,
c'est donc quelque chose, il faut leur en être reconnaissant et il faut abandonner cette obsession anti-russe, alors que les intérêts de l'Europe sont d'être en relation positive avec la Russie, notamment sur le plan énergétique. Or ça, Trump, il est formidable parce que d'une certaine manière, en disant on va creuser, on va forer, on va mettre fin à toutes les limitations qui nous empêchent de développer notre économie avec les énergies fossiles, c'est formidable ce qu'il dit là, parce que bon, nous, on va dire, nous aussi, on doit se libérer. Et se libérer, ça veut dire notamment acheter le gaz russe sans problème. Ça nous évitera d'acheter le gaz liquéfié américain qui est plus cher. Ouais, c'est peut-être pas une bonne chose pour Trump, ça en revanche. Mais en tout cas, c'est une très bonne chose pour l'Europe. Trump permet à l'Europe de redevenir libre, autonome, indépendante. Et je pense qu'il y a un certain nombre de pays qui doivent en profiter pour prendre leur autonomie dans une Europe qui serait unie, mais à travers les nations et pas du tout à travers les structures européennes. Je pense que la France devrait profiter. La liberté de la France peut très bien se combiner avec la liberté de l'Europe si on retrouve ce que voulait De Gaulle, c'est-à-dire l'Europe des nations, et non pas la fédération européenne qui est une sorte de copie des États-Unis, mais dans une situation qui n'a rien à voir avec les États-Unis. Comment a-t-on pu imaginer que les États-Unis d'Europe seraient la copie des États-Unis d'Amérique? C'est Victor Hugo, cette espèce de faux génie, c'est un grand écrivain, certes, mais qu'est-ce qu'il a pu dire comme bêtise, hein? Et notamment, l'une de ces bêtises, c'est celle-là. Les États-Unis d'Europe n'ont pas de sens parce que les nations européennes existent avec leur identité, leur langue, leur culture, leurs intérêts, leur guerre du passé aussi. Les États-Unis, non. Les États-Unis sont un pays qui était habité par des Amérindiens. Il y a des Européens qui sont venus, qui les ont massacrés, qui les ont chassés, qui les ont dominés, et qui effectivement sont tous des immigrés, en grande partie européens, avec quelques esclaves noirs également qui ont été importés, eux, contre leur gré, et qui subissent d'ailleurs cette société. Ça n'a rien à voir. On n'a rien de tout ça. L'Europe n'est pas un pays d'immigration, pas du tout. Vous êtes un pays quelquefois d'invasion, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est un pays qui doit se construire sur la base des identités nationales, lesquelles peuvent parfaitement s'entendre. On n'est pas obligé de se faire la guerre, au contraire. On a des intérêts communs. J'en ai cité un tout à l'heure. Notre intérêt économique, c'est de nous entendre avec la Russie. C'est évident. Et ça, non. Madame von der Leyen veut faire le contraire. Je n'arrive pas à la comprendre sans imaginer des relations obscures entre elle et certains intérêts américains, d'ailleurs. C'est sûr. Certains intérêts américains, économiques et politiques, notamment ceux qui dominaient les démocrates. Mais eux aussi, c'est fini. C'est Trump maintenant qui est là. Ça, elle n'apprécie pas Mme von der Leyen parce qu'elle n'est pas du tout en phase. Hein. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux, déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.